Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Lucien Cerise. Vous avez publié 2 romans et 3 essais, Gouverné par le chaos chez Max Milo, Neuropirate chez Contre-Culture, Retour sur mes dents, La guerre hybride de l'OTAN aux éditions Retour aux sources. Lucien, bienvenue sur France Liberté. Bonsoir et merci pour cette invitation. Je vous en prie. Alors, avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, franceliberté.tv. Nous allons aborder aujourd'hui 6 thématiques principalement: les méthodologies scientifiques de l'oligarchie pour pirater les cerveaux, l'esclavage par consentement, le piratage psychosocial, le transhumanisme, la gouvernance par le chaos, les ennemis du genre humain, comment lutter contre le hold-up planétaire de nos esprits. Alors, pour commencer, Lucien, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'ingénierie sociale? Donc, moi, je suis né en 1972. J'ai vécu toute ma vie entre Paris et la Champagne, donc j'ai fait à Reims une maîtrise de philosophie. Ensuite, ensuite je suis venu sur Paris aussi. En fait, mais j'y ai vécu quand j'étais petit aussi. Enfin bon, voilà, on a fait des allers-retours. Ensuite, j'ai fait des études de communication. Enfin, j'ai fait un DEA de communication. J'ai refait aussi une maîtrise de français langue étrangère au département de sciences du langage de Paris 8, de l'université Paris 8. Et puis aussi un DEA de lettres modernes. Alors aujourd'hui, je bute un peu parce que je crois que à l'époque, aujourd'hui, les DEA n'existent plus en fait, hein. Je crois que c'est Master 2 ou quelque chose comme ça. Bon, bref, ouais, la maîtrise, ça correspond en fait à Master 1 et le DEA à Master 2, si je me souviens bien. Je me suis. Alors bon, j'ai toujours aimé écrire, lire, écrire, etc. Bon, je suis un peu un rat de bibliothèque. En même temps, j'aime bien aussi aller sur le terrain. Enfin bon, ma place, ce serait plus au CNRS voilà, je dirais que enfin, je suis plus un état d'esprit en fait scientifique, hein, que de militants politiques dissidents. C'est pas, j'y suis venu sur le tard. En fait, en réalité, c'est surtout le référendum de 2005 pour ou contre le projet de constitution européenne qui m'a en fait mis le pied à l'étrier, hein, sur les questions d'engagement politique réel, quoi, et pas simplement lire, je sais pas quoi, Marx, Proudhon ou Hayek. Là, je me suis dit effectivement il fallait que j'ai commencé à m'intéresser en fait à ce qui, en fait, la communication m'intéressait déjà avant évidemment, et puis toutes les questions qui tournent autour du langage, la pragmatique du langage en particulier. Et donc là, je me suis posé des questions concrètes, c'est-à-dire comment être le plus efficace en termes de prosélytisme, hein, puisque en 2005, je voulais qu'il y ait un maximum de monde qui vote non, hein, à ce référendum. Et donc là, j'ai ressenti au fond de moi, enfin assez viscéralement, l'émotion en fait du militant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il veut convaincre, hein, c'est-à-dire qu'il veut même convertir en quelque sorte, hein, puisque il y a évidemment des passerelles entre le militant politique, le militant religieux, etc. En fait, c'est toujours les mêmes structures. C'est que, en fait, nous avons donc une représentation du monde et nous voulons la diffuser, la partager. Et à l'époque, en fait, je suis tombé sur la mémétique, hein. Donc c'est en fait la discipline qui modélise scientifiquement, le plus précisément possible, les méthodes justement de diffusion des idées. Et donc, je me suis intéressé à ça. J'ai adhéré aussi à l'association, à la Société francophone de mémétique. Là, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans le management, dans le marketing, dans la sécurité des systèmes. Et ça m'a orienté justement sur l'ingénierie sociale, qui est un peu le terme générique pour qualifier, enfin pour regrouper un peu toutes ces disciplines, hein, qu'on nomme aussi les sciences de la gestion, hein, et qui ont toutes en fait une origine, une matrice commune, hein, c'est la cybernétique. Alors, je pense que les auditeurs doivent aussi savoir que vous avez une expérience transversale et vous avez fait des recherches évidemment dans les sciences humaines et sociales et vous avez des connaissances en ethnologie, en psychologie et puis en anthropologie aussi.
C'est-à-dire, enfin, j'étais étudiant pendant 12 ans en tout, donc ça m'a donné le temps effectivement en fait d'accumuler des informations de manière interdisciplinaire, transdisciplinaire, etc. Parce que bon, de temps en temps, j'allais en cours, comment dire, sans être inscrit en auditeur volontaire. Enfin, j'allais en cours, dans certains cours en auditeur volontaire, volontaire, non, qu'est-ce que je raconte, en auditeur libre, en fait, sans être inscrit dans tel ou tel département. C'est entre deux cours que je devais suivre normalement. Enfin voilà, bon, et puis de toute façon, quand on fait de la philosophie, enfin la philosophie, c'est un peu la médecine générale des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'on touche un peu à tout et on est spécialiste de rien en fait, mais ensuite, ça ouvre justement sur toutes les disciplines de spécialistes. Et en fait, ça permet d'avoir une certaine plasticité intellectuelle qui permet de s'approprier assez rapidement les informations des autres disciplines. Alors, on est dans une situation, une époque qui est quand même très particulière. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ce qui se passe. On est un petit peu acculé de toutes parts par différentes menaces, entre les islamistes, entre le Covid-19, toutes sortes d'événements, le terrorisme, etc. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire Neuropirate? Euh, bon, c'est en fait avant Neuropirate, il y a eu Gouverné par le chaos, qui est bon, ce qui m'a conduit à écrire Gouverné par le chaos, c'est justement en fait enfin, ce que je voulais, c'était en fait proposer la meilleure synthèse possible de ce que c'est que l'ingénierie sociale et vers où ça nous emmène. Hein, donc, effectivement, c'est la plupart du temps une gouvernance par le chaos, hein, c'est-à-dire c'est de la démolition contrôlée. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre nom plus technique de l'ingénierie sociale, c'est la conduite du changement, qui est en fait le terme vraiment utilisé dans le management. Ça consiste en fait tout simplement à forcer les gens à changer, même quand ils n'en ont pas besoin. Fondamentalement, c'est ça. Évidemment, bon, c'est pas présenté comme tel, hein. Les gens qui sont des professionnels de la conduite du changement vont vous dire oui, mais non, nous aidons les gens à changer. Hein. Mais la plupart du temps, les gens, enfin, dans certains milieux professionnels, par exemple, bon, les exemples concrets que j'ai, c'est qu'on m'avait donné justement hein, à l'époque, hein, quand j'étais en contact avec des gens qui étaient des professionnels justement du management ou du marketing, c'était comment, par exemple, réduire les effectifs hein, de telle ou telle catégorie. Par exemple, l'exemple que le plus parlant, c'était donc un des gens de cette association était missionné pour en fait convaincre les contrôleurs de la RATP hein, qui faisaient des tâches qui étaient sur des créneaux, des horaires de nuit, de les convaincre en fait de passer d'équipes de 4 à des équipes de 2, par exemple. Alors que bon, en banlieue parisienne, ça peut être dangereux effectivement d'être contrôleur de titre de transport en créneau horaire nocturne. Et donc, on est plus sûr de soi. Enfin, en fait, on est mieux quand on est plus nombreux. Et donc, en fait, il faut donc en fait la tâche, en fait, la mission du manager là, en l'occurrence, hein, c'était de convaincre, c'était de trouver en fait les failles psychologiques dans la culture d'entreprise du contrôleur de titre de transport pour justement en fait réussir à fabriquer leur consentement à passer donc d'équipes de 4 à des équipes de 2. Voilà, bon, alors que en fait là c'est pas simplement que les contrôleurs de titres de transport n'avaient pas besoin, c'est que en fait fondamentalement ils s'y refusaient. Vous voyez. Donc en fait fondamentalement la conduite du changement, la fabrique du consentement, l'ingénierie sociale, tout ça c'est un petit peu synonyme. Hein, en fait c'est comment finalement en fait vous convaincre de faire des choses qui sont contre votre intérêt fondamentalement. Hein, si vous avez des principes viables, mais qui n'arrangent pas le pouvoir va chercher justement à vous engager sur en fait une démolition contrôlée de ces principes. Bon, les exemples les plus connus, enfin, il y en a plein en fait. Hein, c'est notamment comment convaincre une population
de devenir va-t-en-guerre, par exemple. Hein, là, il y a une vidéo là, de 20 minutes là, qui est sortie récemment sur l'ingénierie sociale, réalisée par Emma Cruzy, qui rappelle bien en fait, hein, que les Américains, enfin l'Américain moyen en quelque sorte, hein, bon, spontanément isolationniste, mais que en fait, certains intérêts supranationaux pendant la Première Guerre mondiale avaient intérêt à ce que les États-Unis entrent en guerre en Europe. Et donc la commission Krill, c'était son nom, a été mise sur pied pour faire de la propagande, etc., et convaincre l'Américain moyen d'entrer en guerre sur le théâtre d'opérations européen. Alors en fait, l'ingénierie sociale, ça va même plus loin, parce qu'en fait, bon là, on parle de propagande, hein, c'est-à-dire qu'une fois que la tâche est accomplie, on passe à autre chose. Mais l'ingénierie sociale, c'est vraiment la transformation durable, hein, des sujets sociaux. Donc la définition que je donne, oui, vas-y. Oui, non. Oui, Je vais allez-y. vous donner une définition, et puis la définition que je donne maintenant aujourd'hui, c'est en gros, l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Alors, justement, par rapport à cette ingénierie sociale, vous parlez du triangle de Karpman et des différentes techniques utilisées par l'oligarchie pour pirater nos cerveaux. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette technique? Oui, alors le triangle de Karpman, c'est en fait une figure d'analyse transactionnelle qui schématise, hein, qui modélise le lien social selon trois pôles. C'est-à-dire que spontanément, on a tendance en fait à se positionner dans un de ces rôles archétypaux au niveau des relations sociales. Et ces trois pôles, enfin ces trois rôles archétypaux sont donc la victime, le bourreau ou le sauveur. Dans nos interactions avec autrui, on a tendance spontanément à tout réduire à, à ces trois, à deux, enfin à l'une, deux ou trois de ces trois rôles en quelque sorte, qui sont en fait qui reposent sur des projections émotionnelles, hein, le plus souvent. Et donc, en fait, prendre le contrôle du triangle de Karpman, hein, donc de ce modèle d'interaction à trois pôles, à trois rôles, ça permet effectivement en fait, de jouer sur les relations de confiance, de méfiance et éventuellement d'indifférence. C'est-à-dire, en fait, l'ingénierie sociale, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que le lien social, lui, peut aussi se schématiser selon trois types de grandes relations, qui sont la confiance, l'indifférence, la méfiance. Et pour jouer là-dessus, un peu comme on monte ou on baisse le volume, hein, sur une chaîne IFI, eh bien, en fait, on peut utiliser ces trois rôles archétypaux, puisque, en fait, si on veut, par exemple, obtenir la confiance de quelqu'un, si on veut faire monter la confiance de quelqu'un vis-à-vis de soi, eh bien, on va plutôt, évidemment, se présenter soi-même dans le rôle soit de la victime, soit du sauveur. Puisque la victime est inoffensive, donc au moins, elle ne déclenche pas la méfiance, Mhm. même si elle ne déclenche pas non plus la confiance. Hein, bon. Mais le sauveur, lui, déclenche la confiance à tous les coups. Et puis, bon, bah, si vous voulez déclencher la méfiance, bon, bah, utilisez l'archétype du bourreau, enfin le rôle archétypal du bourreau. Et vous pouvez aussi alors monter des conflits triangulés, hein, entre deux personnes. C'est-à-dire que triangulé parce que en fait, vous serez le chef d'orchestre d'un conflit entre deux camps, hein, ou deux individus. En les décrivant, en réussissant à faire monter l'image du bourreau chez chacun, c'est-à-dire en fait que chacun se percevra comme bourreau mutuel de l'autre. Voilà, c'est toute Alors, une cuisine, une alchimie en fait. Hein. alors là, on parle d'une méthodologie aussi scientifique. Concrètement, dans la situation actuelle avec le coronavirus, les mesures liberticides qui sont prises en France, comment vous expliquez un petit peu, est-ce que vous pouvez, que pensez-vous de cette situation par rapport à cette ingénierie sociale et les différentes méthodes dont vous faites référence dans vos diverses interventions? J'aurai d'autres questions pour vous après, mais si on remet ça dans le contexte de la crise sanitaire, euh, bon, déjà, ce qu'on voit, c'est une incohérence totale, des absurdités dans tous les sens. Est-ce que c'est fait pour justement faire perdre les repères aux gens? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Alors, d'un point de vue très général, comment dire, on voit que l'ingénierie sociale, en fait, se sert au niveau géopolitique, hein, global. Au niveau global, euh, l'ingénierie sociale permet d'opérer une conduite du changement vers, en quelque sorte, le transhumanisme. Bon, là, je pense que c'est ça qui est en cours. Euh, Alors, juste pour préciser à nos auditeurs, donc le transhumanisme, c'est quoi exactement? Bah, je pense que tout le monde a entendu parler de l'humain augmenté, hein, Oui. c'est-à-dire augmenté par la technique. Mm. Bon, au bout d'un moment, en fait, le transhumanisme, c'est finalement pratiquement le remplacement de l'humain par la technique. Mm. Et donc, c'est en fait tout, ça peut désigner tout ce qui touche autour de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de l'automatisation. Bon, dès qu'on rentre dans un Monoprix aujourd'hui, bon, on voit que les caissières sont remplacées par des lecteurs de code barre. Ça fait partie, hein, en fait, hein, de ce grand mouvement de robotisation, d'automatisation, qui vise en fait à se passer de l'humain, hein, à permettre finalement au système de fonctionner sans intervention humaine. Est-ce qu'on a affaire à des forces qui haïssent la race humaine? On peut dire ça comme ça, oui. C'est-à-dire que je pense que c'est un projet. Enfin, la meilleure description finalement, enfin la description la plus facile à comprendre en fait, est souvent donnée par la science-fiction, hein, qu'elle soit donc que ce soit la littérature ou le cinéma. Bon, mais en littérature, il y a trois œuvres qui en fait enfin déballent tout, enfin nous disent en fait, hein, vers quoi nous allons. Hein. C'est évidemment Le Meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1984, George Orwell, et puis plus récemment La possibilité du Nil, hein, de Michel Houellebecq. Là, on voit que c'est effectivement dans le roman de Houellebecq. euh, en fait, l'humanité a disparu, elle a été remplacée par des clones, et puis qui communiquent entre eux par écran interposé. Voilà, et qui en plus sont très très peu nombreux. Et surtout, en fait, alors ils sont plus ou moins végétatifs, hein, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on voit bien qu'en fait, je pense que le but là, ultime, c'est fondamentalement d'en finir avec l'animalité, ou avec l'animal, enfin, avec le règne animal, c'est-à-dire en finir avec la viande, en quelque sorte, pour en fait hein, qu'il ne reste finalement que des choses faciles à contrôler, hein, comme le règne minéral ou le règne végétal, qui bougent pas trop. Tout ça, ça vient en fait de l'inspiration cybernétique. Hein. La cybernétique, c'est la science du contrôle des systèmes qui, en fait, produit un nivellement entre les systèmes vivants et les systèmes non vivants, puisque en cybernétique, tous les systèmes sont décrits de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, ce qui distingue, en fait, les différences qualitatives, plus exactement, sont nivelées. Hein. Donc, la différence entre le vivant et le non-vivant, c'est une différence qualitative. Et donc, tout est réduit finalement à des différences quantitatives. Et de ce point de vue-là, ce qui va me distinguer de mon réfrigérateur, c'est la température. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, la cybernétique produit cette espèce de lissage hein, des différences qualitatives qui permet en fait de tout décrire de manière quantifiable. C'est on, on est là, en fait, là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est en fait, enfin, c'est ce que Klaus Schwab, là, le fondateur du Forum de Davos, membre du groupe de Bilderberg, Qui est a basé fait. à Genève d'ailleurs, sur la colline de Colonie, donc le World Economic Forum, un bunker avec des caméras partout. Donc voilà, ils se disent un petit peu philanthropes pour améliorer l'état du monde depuis déjà des décennies, mais un organisme tout à fait étonnant. Oui, ouais, 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 ouais. Et justement, là, Schwab vient du management industriel. Hein. Donc, quand on lit sa prose, il est parfait. On voit il est parfaitement au courant de tous ces stratagèmes en fait, hein, conduite du changement, etc. Hein, le dit enfin, en fait, on le voit entre les lignes. Hein, en fait, il n'utilise pas la phraséologie technique, mais bon, c'est assez clair. Et Mais du coup, on peut difficilement, parce que bon, ça fait longtemps que je m'intéresse au World Economic Forum, on peut s'inscrire sur le site et accéder à des archives qui sont hallucinantes avec des centaines de slides
sur leur projet d'intelligence artificielle, la 5G et tout ça. Enfin, tout a été déjà travaillé depuis de très longtemps. Euh, Ces gens-là ont quel objectif? Parce que là, on parle clairement d'un complot, hein, c'est pas autre chose. Mhm. Oui, mais en même temps, c'est à peine un complot, hein, puisque, comme vous le dites, je veux dire, toutes les informations, finalement, sont en source ouverte. Si on Oui, cherche, on peut... elles sont en source ouverte, mais et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire les connexions. Comment ça se fait que tant de gens ne se posent pas de questions et n'arrivent pas à faire les connexions? Parce que toutes les informations sont disponibles et c'est Ouais. documenté, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Bah, en fait, pourquoi les gens ne sont pas plus conscients de ce qui se passe, hein, c'est parce qu'en fait, l'information est quand même éclatée, hein, donc il faut réussir en fait à la rassembler, hein, parce que l'esprit humain fonctionne de cette manière-là, en fait, hein, il ne comprend que des schémas, en fait, hein, Est-ce que l'ennemi de l'homme, c'est l'atomisation des événements et de l'information? Oui, on peut dire ça. Oui, 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 oui. Bah, enfin, c'est l'esprit en fait, hein, c'est en tout cas, enfin, du mode de fonctionnement de l'esprit humain. Oui, ça c'est cette atomisation, cette poussière en fait d'informations là, effectivement, empêche de comprendre ce qui se passe, justement, empêche de le comprendre de manière unifiée, hein. Unifié, c'est ça. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs dans le domaine militaire où tout est cloisonné et la plupart des gens n'ont pas conscience du projet global donné. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, alors dans le domaine militaire, dans le domaine du renseignement, hein, c'est-à-dire que en fait tout est compartimenté, les informations, le rôle de chacun, etc. Et puis dans toutes les organisations clandestines, hein, de type résistance, etc. En fait, en gros, en fait, c'est une manière en fait de faire circuler l'information qui compartimente énormément il y a aussi les sociétés secrètes, hein, en fait, enfin, à mystère, là, franc-maçonnerie ou autre, fonctionnent Mhm. aussi de cette manière-là, compartimentée, mais là de manière verticale. Après, alors les réseaux plutôt un peu d'action clandestine, paramilitaire, style résistance, là c'est plutôt, enfin c'est vertical aussi, hein, il y a des chefs, etc., mais c'est aussi horizontal. Alors que là, en franc-maçonnerie, c'est entièrement vertical. C'est-à-dire que à mon niveau, je sais ce que pensent en fait mes frères de loge, mais je ne sais pas ce que pensent ceux qui sont au-dessus. Et en fait, c'est encore pire parce que je crois que je sais ce qu'ils pensent. Donc Mhm. vraiment, c'est l'organisation de l'ignorance, hein, vraiment. Mais avec, malgré tout, des instructions qui sont données et ça marche. Enfin, je veux dire, ça, en dépit de l'ignorance organisée, il y a en fait par la compartimentation, etc., et par le fait de croire que l'on sait ce que pensent les supérieurs inconnus, là, bon, c'est donc en dépit, je dirais, de toutes ces zones d'ombre et de ces angles morts, en fait, ça marche quand même parce qu'il y a une obéissance en fait à la hiérarchie, avec un espoir de monter dans la hiérarchie qui est en fait le véritable moteur de cette C'est obéissance aveugle. c'est Parce que ça. c'est l'organisation d'une obéissance aveugle, en fait. Et, Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui disent que les événements actuels, les décisions politiques se résument à de l'incompétence? ça me paraît. En fait, on peut pas dire que c'est de l'incompétence puisque les contradictions sont flagrantes, hein. En mars-avril, hein, donc on nous disait les masques sont inutiles. Dès le mois de mai, ils deviennent obligatoires. Donc là, c'est pas de l'incompétence, c'est plus possible parce que c'est les mêmes, hein, qui disaient c'est inutile. Mhm. Olivier Véran a dit c'est inutile et 2 mois plus tard disait c'est obligatoire. Donc là, on peut pas parler d'incompétence. Là où on pourrait éventuellement parler d'incompétence, c'est quand Agnès Buzyn dit le 24 janvier de cette année, le virus restera en Chine. Hein, ou alors, bon, éventuellement dans les pays limitrophes, mais en tout cas, il ne viendra pas en Europe. Là, on pourrait croire que c'est de l'incompétence, mais c'est démenti par Agnès Buzyn elle-même, qui a dit qu'elle savait dès le mois de décembre qu'il y avait quelque chose, enfin qu'il y avait un nouveau virus qui était apparu. Donc en fait, bon, sur la base donc en fait de ces faits, hein, c'est-à-dire reconnaissance du mensonge par Agnès Buzyn elle-même et contradiction flagrante chez la même personne, comme si je songe à Olivier Véran, bon, ben là on peut dire qu'il n'y a pas que de l'incompétence en tout cas. Alors
l'incompétence peut exister aussi, hein, et elle existe, oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a aussi de la corruption, du mensonge et des contradictions stratégiques, si vous voulez. Donc, dans tout ce qu'on peut voir au niveau du World Economic Forum, le Fonds monétaire international, tout ce qui se passe au niveau géopolitique, je veux dire, pour vous, c'est clair que c'est évident qu'il y a une hiérarchie et qu'il y a un programme qui est bien défini en back-end. Oui, oui, oui. Ah, bah, c'est centralisé là. Enfin, là, bon, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous savez, vous, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il enfin, y a justement Pierre Hillard, il y a quelque temps, qui a discuté de son livre, Atlas du mondialisme, qui explique en fait ce plan, et il est largement documenté depuis le XVIIe siècle, où il y a une oligarchie qui a cherché à prendre le pouvoir et puis à s'infiltrer et puis pousser un agenda bien particulier. Comment ça se fait que les gens ne soient pas à même de réaliser ça? alors, en fait, alors, les plans, enfin, les complots, etc., existent, hein, mais je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul, déjà, il y en a plusieurs, Mhm. qui peuvent entrer en concurrence ou qui peuvent passer des alliances. Et puis, surtout, en plus, il y a quand même quelque chose qui est en fait encore plus grave, je dirais, que des complots. Hein, c'est tout simplement la structure de l'esprit humain. Je veux dire, quand Platon, en 400 avant Jésus-Christ, écrit La République, il complote pas, mais il invente ce qu'on appelle la forme littéraire de l'utopie, hein, c'est-à-dire une société parfaitement rationnelle, parfaitement organisée, selon des principes philosophiques, hein, rationnels, etc. Et en fait, bon, on voit bien que ce rêve, hein, d'une humanité parfaitement rationnelle et d'une société organisée de manière scientifique, c'est vieux comme les Grecs, je dirais, enfin vieux comme la philosophie. Parce que tout simplement, ça fait partie, je dirais, de l'esprit humain. Enfin, ça fait partie d'une tendance profonde du fonctionnement du cerveau humain et qui n'a même pas besoin d'un complot organisé et centralisé pour exister. En fait, je veux dire, en fait, tout le monde est un petit dictateur en puissance. Hein, on a tous besoin d'organiser nos vies et on n'aime pas l'incertitude, on n'aime pas l'imprévisible, on n'aime pas ce qui nous résiste. Hein, c'est la définition de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Donc, spontanément, on n'aime pas le réel puisque le réel, c'est toujours ce qui pose des limites finalement à ma volonté de puissance. Et tout ça, ce sont les biais, comment dire, c'est l'âme humaine, hein, ce sont les passions, c'est le hubris. Hein, les Grecs aussi avaient parfaitement compris que oui, on était toujours pris, hein, entre la démesure, tous les délires de toute puissance, et puis la sagesse, voilà. Et en fait, le problème, c'est que même quand un philosophe comme Platon fait la promotion de la sagesse contre l'hubris, lui-même tombe dans une hubris euh, dont il fait preuve justement dans La République, hein, avec ce fantasme de société parfaitement organisée. Vous voyez. Alors, revenons à la cybernétique. Vous expliquez que finalement, cette cybernétique, elle écrase les différences entre les systèmes vivants et non vivants. Donc, il y a bien un objectif précis. Vous pouvez nous en dire plus? Bah là, en l'occurrence, l'inventeur de la cybernétique avait un objectif vraiment technique, hein. Donc, c'est un certain par le Pentagone, enfin par les militaires américains, pour en fait optimiser, hein, la balistique en période de guerre. Enfin, optimiser comment dire ça, ah, zut, enfin, j'ai le mot en anglais, mais je l'ai plus en français, le feedback, enfin le blowback, ah oui, voilà, les effets de choc en retour, hein, c'est-à-dire en fait les effets de choc en retour, c'est-à-dire les effets de recul, comment dire, amenuisent, enfin, comment dire ça, font baisser la précision en fait des tirs de canon, etc. Donc en fait, la cybernétique a été inventée pour optimiser en fait tout simplement l'armement. Comment dire, les systèmes d'armes en fait des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, donc en fait, ça a été travaillé ensuite et appliqué en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, au moment des conférences Macy.
qui se sont tenus juste après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945 ou 46, je ne sais plus, pendant quelques années, une petite dizaine d'années. Donc des intellectuels issus de diverses disciplines se sont rassemblés tous les ans, pendant quelques jours, à New York, si je me souviens bien, et à partir de là, on commençait à diffuser le modèle cybernétique un petit peu partout, dans leur secteur, chacun dans son domaine disciplinaire. Et donc, donc on peut, ensuite, il y a eu des applications justement dans le domaine des sciences humaines et sociales, avec des traductions dans le management en particulier. Cette affaire, en gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la technocratie, vous voyez, cette manière en fait purement gestionnaire, c'est-à-dire qu'en fait à tout problème, si vous voulez, c'est une vision du monde qui refuse en fait de problématiser. Vous voyez, si vous vous souvenez, quand on était au lycée, là, on nous demandait de problématiser. C'est de poser des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Bon, eh bien, l'approche gestionnaire, l'approche en termes de sciences, en termes de sciences de la sécurité, c'est-à-dire les syndics, etc., consiste à dire je vais apporter une réponse, une solution à tous les problèmes. Vous voyez, il y a un refus finalement de l'espace mental qui se pose la question sans forcément tout de suite chercher la réponse. Et donc on est vraiment dans une démarche générale, mais vraiment très générale, d'automatisation. C'est vraiment ça en fait, le concept directeur, c'est automatiser le globe terrestre. C'est effrayant, hein. Mais Oui. bon, on voit bien que c'est ça qui est en cours. Oui, alors justement, on va parler un petit peu plus en détail des différentes techniques. Je me suis intéressé à vos différentes interventions et j'ai noté certaines choses qui sont intéressantes. Notamment, est-ce que vous pouvez expliquer le concept que tout système a des contradictions? Oui, bah, alors ça, bah, justement, on voit ça aussi, comment dire, avec la cybernétique. C'est-à-dire que, en fait, comment dire, tout système, c'est-à-dire par exemple, si on prend, si on regarde, si on fait de l'architecture, on voit qu'en fait, il y a des forces contradictoires qui peuvent s'équilibrer. C'est le principe en architecture gothique, il y a la clé de voûte. Voilà. Donc la clé de voûte en fait va équilibrer les forces contradictoires des ogives, des couloirs en forme d'ogive. Donc en fait tout est le monde, qu'il soit physique, chimique, etc., ou psychologique, est entièrement pénétré, structuré par des forces contradictoires. Et donc c'est Est-ce en que fait ces forces contradictoires sont aussi des portes pour pouvoir entrer et pirater le système? oui, 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 oui. Bah, c'est-à-dire que en utilisant, en fait, en jouant par exemple sur les dissonances cognitives, ou en utilisant, c'est en fait en provoquant des dissonances cognitives, c'est-à-dire des contradictions internes, vous pouvez effectivement rendre l'autre fou. Bon, c'est Gregory Bateson, donc justement qui participait aux conférences Macy, qui a étudié en fait la schismogénétique. Bon, c'est un anthropologue qui a proposé ce concept de schismogénétique, c'est-à-dire en fait c'est le concept qui permet de décrire les mécanismes de genèse des schismes. Vous voyez, schismogénétique. Et donc, il a beaucoup étudié aussi, et alors dans son sillage, l'école de Palo Alto, qui était en fait un mouvement aussi issu de la cybernétique et basé en Californie, et qui doit beaucoup en fait le père spirituel en quelque sorte de l'école de Palo Alto, on pourrait dire que c'est Gregory Bateson, et avant lui donc effectivement les conférences Macy, etc. Et donc tous ces gens-là, toute cette nébuleuse d'intellectuels, s'est posé notamment la question de comment finalement comment les gens deviennent fous en fait, comment en fait les pathologies mentales, comment déclencher même des pathologies mentales, notamment dont Gregory Bateson parlait de de la manière en fait dont une mère peut rendre son enfant schizophrène, justement en fait avec des injonctions contradictoires. C'est le principe du double bind, de la double contrainte. Quand vous imposez à quelqu'un une chose et son contraire en même temps, vous l'inscrivez donc dans en fait une structure de type double contrainte, injonction paradoxale, injonction contradictoire.
et qui en fait, enfin, qui au bout d'un moment va le pousser à la crise de nerfs. C'est obligatoire. Est-ce que c'est typiquement ce qu'on voit maintenant avec les mesures gouvernementales totalement absurdes? Oui, mais alors, donc ça produit cet effet-là, hein, évidemment. Mais je pense qu'en fait, elles obéissent à une logique, ces mesures, à une logique plus symbolique, hein, évidemment, ou politique que sanitaire. Enfin, elles n'ont Oui. aucune logique, aucune Aucune utilité sur la justification santé. médicale ni scientifique, évidemment. Voilà. Donc, mais là, on est plus dans un processus, on pourrait dire, de domestication, hein, en fait, c'est un test d'obéissance. Et en fait, bon, les contradictions, je pense que parce que le but, c'est, enfin, je pense que c'est plus en fait vraiment de nous soumettre. C'est pas forcément de nous rendre dingues. Vous voyez, c'est plus de nous soumettre, hein, de nous faire accepter absolument n'importe quoi. C'est un test de docilité, c'est ça? Oui, 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 je vois ça comme ça, c'est-à-dire bon, porter le masque en permanence, parce que là, bon, maintenant, je ne sais plus si c'est Jean Castex ou quelqu'un d'autre, hein, qui a été juste qu'à dire que les enfants doivent porter le masque aussi à la maison, dès l'âge de 2 ans. Enfin bon, c'est de la dinguerie complète, quoi. Oui. Euh, Enfin, je sachant crois qu'il que y a ça dépasse l'entendement. Ces gens sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, n'est-ce pas? oui, oui. Ah, mais c'est certain, oui, oui, oui. Alors, il y a peut-être une toute petite minorité, enfin, ils sont déjà minoritaires, mais à l'intérieur, il y en a peut-être qui croient sincèrement à ce qu'ils disent. Enfin, qui croient que ça a une utilité médicale. Hein. Hmm. On peut toujours, faut pas non plus, comment dire ça, en fait, généraliser excessivement, mais globalement, je veux dire, évidemment, ils savent que en fait, leur objectif est politique. Et le but, c'est absolument pas de sauver des vies, ni de nous protéger. Hmm. Sinon, ils feraient Donc, autre chose, ils feraient autrement, c'est oui, évident. donc on a quand même affaire à des criminels, pas autre. Enfin, je crois que c'est le mot, il est là. On a affaire à des criminels. Les politiciens français, pour la plupart, en tout cas ceux qui poussent les Mhm. mesures, sont des criminels, Oui, oui, on a affaire à des criminels sociopathes. Hein, en fait, des sociopathes. oui, oui. C'est au sens là du psychiatre polonais là, Lobachevski, qui avait fait une étude là sur plusieurs dizaines d'années, justement sur la psychologie du sociopathe, qui en fait, justement, en gros, bon, c'est le sociopathe n'est jamais enfermé dans un asile de fous en fait, parce que sa psychologie est ainsi faite que il a un avantage, on pourrait dire concurrentiel, natif, hein, sur les gens normaux en termes de prise de pouvoir. Hmm. C'est ce qui le rend particulièrement dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, le sociopathe n'est absolument pas délirant, en un sens, enfin, en tout cas, pas de façon symptomatique. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dans le calcul perpétuel et qui, de ce fait, possède un avantage adaptatif en termes de conquête du pouvoir, en termes de compétitivité. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement grâce à ça qu'il y a une sorte d'écran de fumée dont ils s'entourent en jouant le jeu eux-mêmes, en portant le masque et en jouant la mascarade? Bien sûr, oui. Mais de toute façon, ils savent très bien que le masque ne sert à rien puisqu'ils l'ont dit. Hein, ils l'ont dit. Hein, donc, Édouard Philippe l'a dit, Jérôme Salomon l'a dit. Le masque ne sert à rien. En tout cas, dans la rue. Enfin, et donc, après, le masque, bon, s'il y a des masques chirurgicaux, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a une utilité quand même, mais ça n'a pas d'utilité pour protéger d'un virus hein, dans la rue. En tout cas, ça, c'est certain. Maintenant, ça peut éventuellement me protéger si je suis enfermé, confiné justement, avec quelqu'un qui a un virus. Voilà, mais dans la rue, c'est pas le cas. Et alors juste, je voulais dire, effectivement, donc en fait, comme ce sont des gens qui sont en fait dans la ruse hein, et perpétuellement, Mhm. dans le mensonge perpétuel, effectivement, ils arrivent en fait à produire l'image de gens responsables. D'où cet effet, c'est de l'illusionnisme, hein, c'est de la C'est prestidigitation. ça. Et c'est pour ça qu'on voit que la plupart des Français croient à ce qu'ils voient, croient aux mesures, pensent que ça a du sens. Et donc, c'est vraiment une Ouais, illusion totale ce qui est en train de se passer. total, oui, oui, c'est de l'hypnose. Hein. L'hypnose, vous savez, c'est quand, en fait, l'hypnose, c'est quand les paroles de l'hypnotiseur deviennent la réalité de l'hypnotisé. Hein, quand vous êtes sous hypnose, enfin, vous croyez ce que dit quelqu'un, et pour vous, cette croyance, en fait, définit votre réalité. Si l'hypnotiseur vous dit vous êtes un oiseau et vous pouvez voler,
eh bien, ça devient votre réalité et vous sautez par la fenêtre. Donc, en fait, là, on voit le continuum entre la représentation du réel et le réel. Vous voyez, c'est-à-dire que la représentation du réel, en fait, quelque part, a un poids sur le réel, bien qu'elle ne soit pas le réel. Et c'est fascinant, en fait, cette dialectique-là entre les deux, qui est très, très, très poussée chez l'être humain aussi. Hein. Ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce qui peut briser cette action hypnotique, cette guerre qui est lancée contre les Français par le gouvernement français et tous leurs sbires? Eh ben, il faut redevenir un peu plus animal, en fait. C'est-à-dire qu'il faut sortir. Enfin, vous voyez, enfin, là, je disais que cette dialectique là entre le réel et sa représentation, avec une représentation qui peut même effacer le réel complètement, hein, comme vous connaissez aussi peut-être là, la dialectique entre la carte et le territoire. Hein, c'est donc Korzybski, la sémantique générale. Bon, là, on a l'impression qu'en fait, le territoire disparaît, hein, le réel disparaît derrière sa représentation. C'est-à-dire que le territoire disparaît derrière une carte du territoire. Mais la carte n'est pas le territoire. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est typiquement humain, si vous voulez. C'est parce qu'on a un cerveau qui fonctionne de cette manière-là, c'est qu'on on a une forte capacité d'abstraction, et beaucoup plus que tous les autres animaux, évidemment. Euh, donc, et c'est pour ça qu'il faut que, par exemple, il faut redevenir animal, c'est-à-dire sortir hein, justement de cette excroissance de la représentation pour écouter notre instinct de conservation qui est Notre de intuition, notre intuition, le bon sens en fait. le Hein, bon mais sens, c'est ça. voilà. Donc en fait, il faut se réincarner, sortir de l'abstraction, c'est ça, et de la distraction. Oui, et de la représentation quand elle devient en quelque sorte comment dire, omnipotente, enfin, omnisciente. Enfin, c'est-à-dire quand elle commence en fait à occuper tout l'espace. Il faut essayer de sortir en fait des systèmes de représentation. C'est pas très compliqué en fait. Hein. Il suffit de ne plus regarder la télé déjà. Donc on n'est plus Couper, exposé. couper BFM TV, couper tous ces médias dominants qui tournent le spin 24 heures sur 24, c'est ça? Voilà, qui en fait, et donc en se coupant définitivement de la télévision, en fait, on n'est plus exposé au flux de représentation du pouvoir. Et donc, en fait, hein, on n'intériorise plus la parole du pouvoir. Et donc, en fait, on sort justement de l'hypnose. Hein. C'est ça. Donc Hein. l'hypnose est entretenue par le fait que les gens continuent à regarder assidûment le journal de 20 heures et toute cette propagande médiatique en boucle, c'est ça? C'est ça, complètement. Hein. Vraiment, c'est le même mécanisme qu'une séance d'hypnose là au music hall ou ce genre de choses, quoi. Enfin, ou D'accord. en cabinet privé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sortir de la suggestibilité, hein, et puis donc effectivement donc de cette hallucination collective hein, qui est induite par la parole hein, du pouvoir et les systèmes, les flux de représentation. Et donc, après, on va dire oui, mais comment on s'informe à ce moment-là? Bon, déjà, premièrement, on n'est pas obligé de s'informer. Voilà. Non, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. non, mais C'est une je veux dire, option. Non, mais c'est une option comme une autre. Parce sans qu'il y a limite. des gens qui ne sont pas informés, mais vous seriez étonné qu'ils sont très bien dans la Ah tête ben, hein, et j'imagine dans le bien. corps. Oui, 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 oui. Non, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui vit au fond des bois, aujourd'hui, hein, en fait, s'il est au fond des bois depuis le mois de mars, il ne sait même pas tout ce qui se passe. Il ne sait même pas qu'il y a apparemment un virus très méchant, etc. Il ne sait pas qu'il faut porter un masque. Il ne sait rien de tout ça. Il s'en porte pas plus mal. Et en réalité, en fait, on voit bien que si on fait une petite expérience de pensée, en fait, hein, purement théorique, on imagine notre vie sans les médias. Mais en fait, le coronavirus n'existe plus. C'est C'est-à-dire ça. qu'en fait, si on le chope, parce que je ne conteste pas la réalité en fait d'une sorte de quelque chose, tu vois, voilà. Mais apparemment, en plus, bon, le virus en lui-même n'est même pas isolé en fait. Donc, et Oui, ça, effectivement. Ça, c'est encore voilà. une autre histoire. Mais bon, on voit vraiment qu'on est dans une période de manipulation qui a atteint des proportions, mais qui sont inimaginables. Hein. Ouais, 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 ouais. Et donc, en fait, alors bon, on peut dire qu'il y a une sorte de grippe, voilà, bon, Mm. Qui euh, atteint des gens avec des comorbidités, voilà, voilà. des gens aussi qui ont potentiellement des problèmes de santé, mais que globalement, ça n'a rien de dramatique, quoi. C'est ça, voilà. D'autant plus que, en fait, alors, ça aussi, tout est sourcé. Hein. Si on regarde les chiffres de l'OMS, la grippe influenza, hein, la grippe classique,
a totalement disparu depuis du globe, de toute la planète, hein, pratiquement. Enfin, je veux dire, en fait, depuis la semaine 17 de l'année, c'est-à-dire ça correspond à mars-avril. Donc, en fait, on peut se demander si, en fait, l'OMS n'est pas un peu schizophrène, hein, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, il y a des gens honnêtes à l'OMS, évidemment, il ne faut pas généraliser, et puis il y a des gens malhonnêtes, c'est-à-dire qu'en fait les gens honnêtes répercutent les chiffres sur les bases de données de l'OMS, et ça on peut, après si vous voulez, je vous donnerai le lien, c'est assez stupéfiant. Hein. Mais, et puis il y a des gens malhonnêtes qui ont trafiqué en amont ces chiffres, qui ensuite vont être balancés par des gens honnêtes, qui ne se posent même pas de questions, parce que si ça se trouve, c'est juste, ils sont mal payés, j'en sais rien, et puis ils se contentent de faire le boulot de mise en forme des données informatiques sans trop réfléchir. Mais quand on voit ça, on se demande, mais il y a un problème. On nous parle du vaccin de la grippe, blablabla, la grippe qui revient. Le problème, c'est que d'après l'OMS, la grippe a totalement disparu depuis le printemps. Ensuite, il y a les statistiques, les chiffres pour tous les pays du monde. Et en fait, alors il y a des chiffres, il y a des pays qui n'ont pas donné leurs chiffres parce que soit ils sont en guerre ou je ne sais quoi, mais bon, c'est assez général. C'est-à-dire que la grippe, quand on compare en France notamment, par exemple, la grippe a totalement disparu depuis le printemps, ce qui n'est pas possible. Donc là, on peut se demander aussi si en fait les chiffres de la grippe en fait n'ont pas été versés sur ce qu'on appelle le coronavirus ou la Covid-19. Oui, parce Enfin, que finalement, il y a justement le docteur Fouché là, qui disait récemment que les soignants disent qu'ils ont des instructions pour étiqueter tous les gens qui meurent comme Covid, alors qu'ils meurent d'autres choses. Donc la manipulation, elle est énorme. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et ça joue effectivement à plusieurs niveaux. Et en fait, hein, plusieurs niveaux qui viennent relayer, hein, évidemment, les projets de Bill Gates ou de Klaus Schwab et qui les relaient gratuitement. On ne peut pas concevoir que tout le monde soit payé directement par en fait, les auteurs de la manipulation. Donc il y a en fait une servitude volontaire en quelque sorte, en fait, une manière de relayer spontanément des mensonges énormes qui là aussi en fait correspond en fait à des biais intellectuels, des biais cognitifs, des biais psychologiques de l'esprit humain. Sans cette complicité de notre fonctionnement cérébral, le pouvoir n'arriverait à rien. Mais il connaît très bien le fonctionnement de l'esprit humain. Et donc, il sait jouer sur, en quelque sorte, les relais d'influence dans la population. Mais quand je dis des relais d'influence, pas forcément conscients, hein, et comment dire, ni même remerciés, ni même salariés. Vous voyez. C'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en parallèle différentes couches de connaissances et qu'il y a des interactions entre les deux. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des choses contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui obéissent à des choses dont ils ne sont pas conscients. Et puis, il y a des gens qui sont conscients et qui essayent de faire passer des informations dans ces différentes couches, n'est-ce pas? Oui, 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 bah je pense que en fait, c'est assez complexe, mais globalement, en fait, bon, il y a premièrement, donc, il y a aussi, en fait, enfin, globalement, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur des réflexes, hein, en fait, du cerveau reptilien. C'est-à-dire, en fait, c'est la peur de mourir, tout simplement, et puis le besoin de sécurité. Mhm. Pour Alors, commencer, en fait, ça s'appuie là-dessus d'abord, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on nous dit, attention, il y a en fait un virus extrêmement dangereux et qui est extrêmement létal, extrêmement mortel. Donc, bon, ça, c'est quelque chose, c'est le point de départ. Et ensuite, par-dessus ça, il y a donc des flux de représentation, hein, des flux d'images. On nous avait montré beaucoup des hôpitaux saturés, enfin je sais pas quoi, tout un tas de trucs là en mars là pour nous effrayer, alors que 2 semaines auparavant, Macron était au théâtre pour dire non non tout va bien, sortez sortez. Bon, voilà. Donc là aussi on peut se demander dans quelle mesure en fait, enfin quel est le niveau d'organisation de tout ça aussi. Hein, c'est-à-dire que soit effectivement ils ont, enfin le pouvoir a pris le train en marche et s'est dit bon c'est une opportunité pour lancer le grand reset. Hein, on va le faire maintenant cette année en s'appuyant sur justement donc une épidémie, ou alors, bon, le but, hein, quand Macron allait au théâtre là en début mars, hein, ou fin février, je ne sais plus, ou alors le but c'était de permettre de ne pas fermer tout de suite, enfin de ne pas prendre des mesures hâtives, enfin de ne pas prendre de mesures rapides pour que le virus ait le temps de s'installer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. en fait, c'est peut-être un bouillon de culture quoi, en fait, qui a été organisé. Quoi.
Mais Bon, bon, après, il faut se passer. après, il y a eu une simulation sur table en octobre 2019, donc on voit bien que tout était préparé. Vous en pensez quoi? Oui, alors vous parlez de quoi exactement? C'est La de... simulation sur table avec des représentants de la fondation Bill et Melinda Gates, Ah oui, etc. oui, Donc, ils avaient préparé une simulation d'une pandémie. Bon, déjà, le mot pandémie est répété à l'envi en spin 24 heures sur 24, mais il n'y a pas de pandémie. Une pandémie correspond à des taux de mortalité dont on est très loin, n'est-ce pas? Ah bah, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Non, puis bon, une pandémie, c'est universel, hein. Mm. Là, ça ne l'a jamais été, hein. L'Afrique a été peu touchée, par exemple, et puis de toute façon, puis c'est fini. On ne peut plus parler de pandémie. En Chine, c'est terminé. La Chine a tourné la page, hein, depuis Mm. le mois d'août. Donc, bon, si c'était naturel, hein, s'il y avait en fait une évolution naturelle du virus, alors, puisque chez nous, ça a commencé avec 2 mois de retard par rapport à la Chine. Alors, on pourrait concevoir que ça s'arrête à ce moment-là en octobre en France. Mais non, ça continue. Donc là, on voit bien qu'en fait, il y a une exploitation d'une crise qui a eu une existence dans le réel, mais qui est exploitée dans le virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, dans le réel, l'épidémie est finie, mais elle continue dans les médias, en France. Alors qu'en Chine, dans le réel, l'épidémie est finie, et elle est finie tout court, quoi. Les médias, le gouvernement n'essaie pas de faire traîner ça en longueur. Donc, à votre avis, quel est l'objectif derrière ça? Est-ce qu'ils, évidemment, ils cherchent à pousser les gens à se vacciner, n'est-ce pas? Oui, alors bah ça, c'est dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous faire un Donc, chantage. ils continuent à entretenir cette peur pour atteindre certains objectifs. Oui, 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 oui. Bah, on va nous faire un chantage, on va nous dire, bon, maintenant, alors, si vous voulez que ça s'arrête, hein, le confinement, les gestes barrières, eh bien, prenez le vaccin. Voilà. Et en fait, en réalité, ça ne changera rien du tout, puisque comment dire, le président de l'OMS, là, le mec d'origine éthiopienne, Mhm. l'a dit, et puis il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui l'ont dit, de toute façon, nous ne reviendrons jamais à la normale. Mhm. Klaus Schwab l'a dit aussi, de toute façon, vaccin ou pas, on ne reviendra pas à la normale. Et donc aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est que si on ne se bat pas en France, on ne sortira plus jamais du confinement. C'est ça. Donc, en fait, il est temps que les Français se réveillent et très vite et Mmh. disent non à cette mascarade et reprennent en main le pouvoir. Parce que là, je pense que, on va être honnête, je pense pas qu'il faille garder les gens qui sont en place parce qu'ils sont des criminels, hein. Il va Ouais, falloir ouais. trouver une alternative à tous ces gens, à ces parlementaires et passer sur un gouvernement de transition. Je pense que l'heure, elle est très grave, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Après, c'est la question des moyens, hein, Comment c'est-à-dire, démater ce pouvoir manipulateur? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait ignoble. oui. Alors, en fait, je ne pense aujourd'hui, je pense qu'en fait, si quelque chose en fait, bon, il faut rester au contact des institutions, hein, parce que bon, on a vu bon, les gilets jaunes, c'est fort sympathique, mais en fait, hein, c'est du spontanéisme, hein, au mauvais sens du terme, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça n'a rien donné. C'était en fait un cri de colère. Voilà. Donc, il faut rester au contact des institutions et s'appuyer sur les élus locaux. C'est Mm. la seule stratégie possible. Parce Oui, que bon. Mhm. effectivement, vous parlez des élus locaux, il y a les maires qui ont pris des décisions pour maintenir les magasins ouverts, donc c'est ce dont vous parlez? Voilà. Alors j'espère que ce n'est que le début, hein, et que effectivement les élus locaux vont en fait enfin, vont écouter leur instinct de conservation, hein, et l'instinct de conservation de leur population, hein, et ne vont pas se laisser intimider par les préfets, etc., et par Paris en fait, hein. Non, là, ce qu'il faut, c'est fondamentalement décentraliser au maximum, et en fait, il faut que les territoires s'autonomisent le plus possible par rapport à Paris, hein. Aussi, on a vu une belle réaction à Marseille euh, il y a quelques semaines. Enfin bon, les restaurateurs qui commençaient à se mettre très en colère avec des soutiens de la mairie, hein, avec des députés, enfin des conseillers municipaux, etc., qui se sont joints à la colère populaire. Donc en fait, il faut faire monter le populisme, parce que le populisme, finalement, c'est quoi? C'est j'écoute mon instinct de conservation. Mais Je la ne vais pas faire. réalité, c'est que ces gens-là qui sont à Paris,
ces politiciens, ces manipulateurs, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir qu'on leur donne? Rien d'autre? Bah, en fait, c'est oui, Si non, les gens ne c'est-à-dire que suivent pas leurs instructions, ils bah, n'ont plus de c'est-à-dire pouvoir et leur pouvoir, il est totalement virtuel. Oui et non, parce que en fait, aussi longtemps que les forces de l'ordre, entre guillemets, hein, parce qu'en fait, c'est plutôt les forces du désordre, mais Ouais, aussi longtemps que les forces de l'ordre obéissent à Paris, oui. eh Donc bien, la clé, c'est les forces de l'ordre, pouvoir maîtriser les forces de l'ordre dans le sens du peuple, c'est ça? oui, oui, oui. Et puis, puisque en fait, bon, malheureusement, nous sommes désarmés, hein, enfin, je veux dire, c'est pas comme aux États-Unis, Oui, où là, en fait, justement. effectivement, non, mais c'est ça, il y a des milices privées, Oui. hein, qui peuvent effectivement répondre aux forces de l'ordre d'État, hein, sur le même terrain, sur le terrain justement des armes. Euh, donc, là, en l'occurrence, bon, il y a plein de gens qui sont éventuellement dans des clubs de tir, etc. Et puis il y a des chasseurs, tout ça. Mais bon, globalement, ça reste, je dirais, c'est léger, quoi. Ça, c'est pas ça qui peut faire pièce, hein, enfin, qui peut répondre de manière symétrique à un rapport de force avec les flics. Donc, il faut effectivement alors travailler justement la psychologie, hein, aussi de la police, pour les démotiver tout simplement. Enfin, je veux dire, leur faire comprendre que leur intérêt fondamentalement n'est pas d'obéir au pouvoir, parce que ils seront les premiers vaccinés. Hein. Oui. Il faut le savoir, le gouvernement a publié sa stratégie de vaccination de la population. Euh, les infirmiers, etc., enfin le personnel hospitalier et la police font partie seront parmi les premiers vaccinés. Donc ce seront les premiers piqués, autant le dire tout de suite. Oui, voilà, ce seront les premiers piquets. Alors après, il y a quelqu'un qui m'avait dit que apparemment Delfrécy, Jean-Paul Delfrécy parlait de deux vaccins. Alors il y aura peut-être un vaccin réel pour piquer effectivement la population, hein, c'est-à-dire le vaccin à OGM que l'Union européenne va imposer, c'est-à-dire le vaccin produit par Moderna, donc l'entreprise de Bill Gates. Hmm. Et donc, et ça, c'est sourcé en fait. L'Union européenne, la Commission européenne a déjà communiqué là-dessus pour dire on va travailler sur un vaccin à OGM, hein, blablabla. Donc Euh, une modification génétique, RNA. On sait qu'aussi qu'il y a des nanotechnologies. Il y a eu un article dans Le Monde justement sur un vaccin où ils commencent déjà à vacciner des populations africaines pauvres. Évidemment, profiter qu'ils n'ont pas d'argent pour tester leur vaccin avec des traces nanotechnologiques. Vous avez déjà fait le lien avec la 5G, j'imagine, n'est-ce pas? oui, alors, enfin, pas suffisamment parce que j'ai pas vraiment exploré ça. Donc, je connais vraiment ça de manière très superficielle. Mhm. Mais effectivement, bon, apparemment, oui, enfin, tout ça, en fait, ça forme un système, en réalité, un C'est système. ça, c'est ça. Euh, on peut revenir un petit peu plus en détail sur les différentes méthodologies donc de- d'atteinte, de piratage. Quand vous parlez du mouvement centrifuge qui morcelle un système attaqué, donc qu'est-ce qui se passe exactement dans ce cas de figure? Attendez, vous pouvez répéter? Oui, dans le cas vous parlez de mouvements centrifuges qui morcellent le système attaqué finalement dans ces différentes techniques de manipulation et de contrôle et et de piratage de nos esprits. Comment ça se passe en fait? En quoi on peut parler d'un mouvement centrifuge? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, enfin, en gros, le pouvoir pour nous affaiblir, hein, pour en fait affaiblir, enfin, c'est-à-dire pour nous dévitaliser en quelque sorte, hein, parce que c'est comme ça qu'il procède, hein, comme il peut pas, comment dire, il ne peut pas en fait nous abattre en un seul coup. Donc en fait, il rend, il propage en fait dans l'environnement, on pourrait dire des virus en quelque sorte, mais des virus psychologiques là, si on parle de ce registre-là, Mhm. dont la fonction est de nous désorganiser. C'est-à-dire en fait, il faut en fait produire des déstructurations. Hein. Une structure, c'est quoi? En fait, c'est une relation stabilisée entre plusieurs choses. Quand on regarde le ciel la nuit, qu'on voit les constellations, eh bien, en fait, la distance entre les étoiles est fixe.
hein, et donc ça dessine une structure, hein, et ensuite, bon, on a donné des noms à ces structures, hein, puisque ça évoquait la forme d'un animal ou ce genre de choses. Donc en fait, hein, le pouvoir travaille sur la rupture des structures organiques, c'est-à-dire les structures qui marchent, hein. Et en fait, parce que son problème, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la vie en réalité. Et la vie surtout, en particulier animale. Parce que ça prolifère. La vie, c'est justement c'est ce qu'on n'arrive pas à contrôler, hein, en fait. Donc là, son but, c'est de faire rentrer le vivant dans une forme contrôlée, mais en éliminant un maximum comment dire ça, en fait, de risques, hein, pour essayer d'augmenter, enfin d'optimiser son approche gestionnaire du monde et de la vie en société. Oui, donc je reviens à la question. Donc pour ce faire, en fait, donc il diffuse en fait, dans nos esprits de représentation, dans la fonction de nous déstructurer, c'est en fait de nous fragmenter. Enfin, c'est pour empêcher que nous puissions fonctionner de manière viable. En fait, le but du pouvoir, enfin le but de l'ingénierie sociale, à ce stade, c'est fondamentalement de nous handicaper, en fait. C'est de nous handicaper psychologiquement et éventuellement physiquement. Enfin, je veux dire, les vaccins OGM vont nous handicaper physiquement. Et ça, c'est toujours pareil. En fait, hein, les processus comme ça mortifères, hein, en fait, hein, ou morbides, consiste toujours en fait à faire monter l'entropie. Et l'entropie, c'est quoi? C'est du centrifuge. C'est un mouvement de centrifuge. C'est un mouvement de désagrégation. C'est un mouvement, en fait, en fait, le but de l'ingénierie sociale, fondamentalement, c'est de faire monter l'entropie. Vous connaissez la différence entre l'entropie, en fait, c'est la perte d'information, c'est-à-dire la perte d'unité. Et donc, l'ingénierie sociale consiste très souvent, enfin, la conduite du changement consiste en fait à déstructurer ce qui marche pour en fait récupérer ce qui reste, hein, après cette déstructuration et pour remonter en fait les restes selon un nouveau plan mieux contrôlé, mais qui ne marche pas forcément, mieux. Et pour ça, en fait, tout ce qui est, enfin, quand je parle de centrifuge, en fait, c'est les mouvements de désagrégation. D'accord. Vous pouvez parler du passage insidieux de l'habituelle intériorisation de la loi véhiculée par le langage à la prise du pouvoir par des mécanismes de gestion industrielle. Donc c'est un passage subtil, n'est-ce pas? Oui, bah, c'est-à-dire que, en fait, dans un premier temps, enfin, en fait, le pouvoir, hein, historiquement, ne contrôle pas tout de suite, hein, les corps, hein. Hein. Donc, il faut en fait euh, faire intérioriser une norme, une loi, hein, et donc c'est le principe finalement de la religion, enfin, ou enfin, de toutes les doctrines éthiques qui ont pour fonction en fait de créer du lien social, hein, et de créer de l'ordre par l'intériorisation en fait d'un même code comportemental. Mais bon, le problème c'est que ce code peut toujours être discuté, hein, puisque en fait ce code est véhiculé par le langage, par l'interlocution. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure là, c'est-à-dire que en fait, hein, il y a encore trop de marge de liberté et d'interprétation. Ben, c'est pour ça que les religions, au début, bon, elles sont unifiées, et puis assez rapidement, elles se morcellent justement en une multitude d'écoles d'interprétation, avec des schismes à l'intérieur des schismes, etc. Donc ça, c'est le mécanisme d'entropie, hein, la perte d'information, qui est universelle. Et donc, et en fait, pour en finir justement en fait avec cette entropie là pour le coup qui handicape le pouvoir, hein, parce que en fait, dès lors que l'on peut interpréter la parole de l'hypnotiseur, hein, si je reviens sur cette métaphore, mais en fait, c'est même pas une métaphore, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, si l'hypnotisé commence à interpréter la parole de l'hypnotiseur, il sort de l'hallucination.
voyez, parce C'est qu'il ça, commence en donc fait, l'effet, ça n'a plus d'effet en fait. L'hypnose, ça n'a plus d'effet. Voilà. le comportement hypnotique est anéanti en fait. C'est ça. Et donc, Donc il c'est est en leur fait, peur. Donc c'est c'est pour ça ça. qu'ils doivent sortir d'une logique dialectique et de C'est langage ça. Voilà. pour Il faut pouvoir sortir du ensuite, langage. ouais, et pour Pour en remplacer fait, ça par quoi? ben, alors, par de la gestion purement physique, la gestion carcérale. C'est-à-dire que là, ce qui est en train, alors faut lire Michel Foucault, hein, Surveiller et punir. En fait, c'est vraiment passionnant parce que en fait, donc il fait la description enfin, c'est une théorie de la prison en quelque sorte, et donc il s'appuie sur le concept de panoptique, hein, c'est-à-dire de prison en fait, le concept de prison, enfin la forme de la prison inventée par Jeremy Bentham, avec donc où l'observateur est au centre, et en fait justement les prisonniers sont autour. Et séparés les uns des autres. Donc là, ce qui nous est appliqué, en fait, notamment par le biais de quelqu'un comme Alain Bauer, hein, qui est le fameux criminologue, là, en fait, donc, a beaucoup travaillé justement sur l'application d'une gestion, de la gestion carcérale à la gestion, enfin finalement à la politique. C'est-à-dire qu'en fait là, on est en train de nous faire rentrer dans une prison, Dans un univers carcéral. complètement aux dimensions de la société, sur un modèle américain où en fait, bon, chaque groupe identitaire, chaque groupe ethnico-culturel, en fait, a son quartier propre. Et puis, bon, de temps en temps, bon, il y a soit des affrontements, soit éventuellement, ils peuvent passer quelques alliances, etc. Et puis, ou alors ils se jaugent pendant l'heure de promenade. Mais ensuite, bon, chacun retourne en fait dans son quartier et dans sa cellule. Et donc là, en fait, on voit bien que c'est en fait ce modèle de gestion qui est en train de nous être appliqué directement. C'est à mi-chemin entre le sanitaire finalement et le carcéral. Mais le sanitaire là est un pur prétexte. Euh, donc je ne sais plus si je réponds bien à votre question. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais enchaîner en parlant un petit peu de Google parce que c'est la plaque tournante de tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Donc, cette société basée en Californie, aux États-Unis, a pris une emprise considérable sur nos vies. Donc, Google a racheté toutes les sociétés de robotique et la quasi-totalité des dirigeants cautionnent l'idéologie transhumaniste. Euh, pour Google, il est légitime d'utiliser toute la puissance des nanobiotechnologies, de l'informatique et des sciences du cerveau pour changer l'homme. Autant se le dire, bon, ça fait très froid dans le dos. On a l'impression que ce projet est perçu par la population terrestre comme quelque chose plutôt de révolutionnaire et même d'enviable, sans en percevoir les vrais dangers. Est-ce qu'à votre avis, c'est un symptôme que le piratage est déjà bien avancé? Oui, bah, le piratage, oui, c'est le consentement en fait, hein, le consentement, bah, mais non éclairé. Effectivement, c'est bien avancé parce qu'en fait, Google nous est très familier. Hein, donc, spontanément, puisqu'on utilise ce moteur de recherche depuis quoi, maintenant 15 ans, 20 ans. Donc, en fait, c'est une marque, hein, une marque au sens commercial, mais qui fait partie de nos vies. Et donc, la plupart des gens enfin, ne vont pas se méfier. Hein, en fait, le pirate essaye toujours, hein, le neuropirate, hein, essaye toujours d'endormir la méfiance, parce que dès qu'on se méfie, eh bien, en fait, on se ferme. Et si on se ferme, on ne se laisse plus pénétrer, on ne se laisse plus influencer. On ne peut plus se laisser. Mais Hum, justement, concrètement, et Google est rentré dans dans nos maisons, dans notre intimité, hum. avec ces boîtes-là qui enregistrent c'est quoi? C'est Alexa ou la boîte Google que vous mettez chez vous et puis que vous lui parlez et puis elle, euh, elle fait ce que vous lui dites, soit mettre de la musique, soit mettre autre chose. Vous avez entendu Oui. parler de ça? Non, ça je connais pas, non. Donc, mais bon, enfin Google de toute façon a une initiative là, qui s'appelle Zeitgeist et qui en fait effectivement fait de la comment dire ça du piratage. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait ça consiste en fait à faire des statistiques sur les mots-clés qui sont tapés et en fait à définir les grandes tendances, hein, de l'opinion publique en s'appuyant justement sur la fréquence des mots-clés. Donc, plus un mot-clé est tapé,
En fait, c'est la preuve qu'il occupe un grand nombre d'utilisateurs, donc un grand nombre de cerveaux, et donc qu'il est très répandu dans l'opinion publique. Et donc ça, Google fait ce genre de statistiques pour ensuite, en s'appuyant sur donc les mots-clés qui sont fréquemment utilisés, c'est-à-dire qui ont la confiance, qui ont la confiance automatiquement de l'utilisateur. Enfin, quand je dis la confiance, là, c'est au sens vraiment large du terme. C'est en fait qui nous sont familiers. Plus un mot-clé se répète, plus ça veut dire qu'il est familier et donc que nous allons, qu'il fera partie de notre temps de cerveau disponible. C'est en ce sens que là, je parle de confiance. Là, c'est pas vraiment au sens de la confiance entre les amis ou entre parents et enfants. Donc là, c'est au sens de occupation du temps de cerveau disponible. C'est-à-dire qu'en fait, même un mot-clé ou une idée que je n'aime pas, en fait, si elle occupe mon temps de cerveau disponible et celui de beaucoup de gens, ça veut dire qu'elle va occuper le cerveau collectif, donc elle va occuper l'opinion publique. Et donc qu'elle a déjà gagné la confiance, en quelque sorte, dans un sens un peu particulier. Mais c'est-à-dire qu'elle occupe, c'est comme la mémétique, en fait, la mémétique se pose uniquement une question, c'est comment occuper le maximum d'espace. Enfin, c'est-à-dire en fait le maximum de temps de cerveau disponible, parce que bon. Est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie de divertir les gens et d'occuper tout l'espace disponible finalement? Comme si Oui, c'était un disque dur qui était encombré? oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, pour que l'aliénation soit efficace, elle doit être. Attendez, il y a un téléphone qui sonne là, mais ça vous dérange pas? Non, c'est tant pis, Je on veux va pas laisser décrocher. courir. Non, Ouais. c'est pas grave. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Donc, oui, en fait, bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on disait? C'était par rapport à Oui, enfin, en fait, en gros, bon, si on regarde les choses là, sous l'angle du marketing, le pouvoir essaye d'éliminer toute concurrence. Donc, il essaye d'occuper en fait en quelque sorte votre capital psychologique à 100%. C'est-à-dire votre Alors, temps de cerveau disponible, enfin, c'est-à-dire votre potentiel d'attention, en fait. C'est alors capacité. justement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que vous l'avez mentionné, c'est par rapport à Stuart Haven et le concept de consommation et donc de finalement maintenir les gens bien occupés pour qu'ils n'aient pas le temps de se poser les questions. C'est ça? Ça fait partie, oui, évidemment, en fait, de l'ensemble de ce système d'ingénierie sociale, mais ce n'est que la première partie. C'est-à-dire qu'en fait, le entertainment, tout ça, enfin, le divertissement, la société du spectacle, la société de consommation, en fait, n'ont qu'un but, c'est en fait d'affaiblir, en réalité, on pourrait dire le courage ou du moins la fermeté de caractère. Vous voyez. Mm, Il s'agit en fait de ramollir les mm. esprits, de ramollir les convictions, de faire en sorte, de nous transformer en hamster rebelle. D'abrutir les esprits, en fait, c'est ça? Voilà. Et puis, donc, pour que, justement, pour que l'instinct de conservation soit émoussé, voire disparaisse totalement. Et pour que le bon sens, en fait, notre intuition, l'intuition de ce qui est bon pour nous, pour que ce soit effectivement liquidé, du moins, en fait, affaibli considérablement, comme on affaiblit le système immunitaire. On peut parler d'un système immunitaire psychologique. En fait, ça marche en continu. Enfin, il y a un continuum entre l'immunité physique et psychologique. En fait, manger de la junk food, mal manger, de toute façon, ça aura un impact sur l'immunité psychologique. C'est les principes de psychosomatique, en fait. Quand je suis en bonne santé physique, alors je peux être en mauvaise santé psychologique, ça existe, évidemment, mais comment dire, si je suis en bonne santé physique et en mauvaise santé psychologique, c'est vraiment parce qu'il y a eu un travail réalisé sur ma psychologie. Mais quelqu'un qui est en mauvaise santé physique a peu de chances d'être lucide, vous voyez, Mm, sur le plan cognitif. tout à fait.
Alors, on approche à la fin de cette interview. J'ai encore 2, 3 questions à vous poser. Euh, on parle des jeunes, on voit les jeunes, comment ils sont complètement accros du digital, accros de leur smartphone. Est-ce que, bon, déjà, la chose la plus effrayante qu'il puisse y avoir, c'est que je crois qu'il y a plus de 80% des Français qui lisent pas. Déjà que les gens lisaient pas beaucoup avant, mais je crois que ça s'est empiré. Qu'est-ce que vous voyez comme développement chez les jeunes, leur attitude vis-à-vis des parents? Vous pouvez nous parler un peu de ça, des conséquences de cette ingénierie sociale sur les jeunes et le noyau familial? Oui, c'est-à-dire que globalement, en fait, ça va au-delà de la famille, c'est-à-dire que la lecture, ça permet effectivement de renforcer notre capacité d'attention, donc aussi notre capacité de concentration, hein, et en fait, donc notre fermeté, en quelque sorte, intellectuelle. Euh, Là, on est en train de nous faire sortir justement d'une société du livre, hein, pour aller vers une société en fait purement hypertextuelle, enfin, où en fait le sens se transmet non plus de façon linéaire comme dans un livre, hein, comme dans un codex, hein, mais de manière hypertextuelle, c'est-à-dire en sautant, hein, de texte, de fragment en fragment. Donc la capacité d'attention, de concentration, effectivement, a déjà beaucoup diminué, hein, depuis une génération. Et en fait, bon, c'est on appelle ça aussi c'est le syndrome d'hyperactivité, hein, chez les jeunes enfants, enfin, qui les rend complètement débiles et surtout extrêmement impatients. C'est-à-dire que en fait, la baisse de la faculté d'attention euh, va avec une sorte de déchaînement libidinal, en quelque sorte, qui rend les individus, enfin les enfants ou les jeunes gens, qui les rend en fait, comment dire, incapables de se maîtriser eux-mêmes, parce qu'en fait tout ça est en interaction, c'est-à-dire que la lecture, c'est aussi la maîtrise des émotions. Hein, par rapport, enfin, parce que l'usage du langage permet de symboliser les émotions, hein, et ça permet donc en fait, c'est-à-dire de les mettre en mots. En fait, et moins vous êtes capable de mettre en mots, moins vous êtes capable de symboliser vos émotions, et plus en fait vous êtes le jouet de vos émotions, c'est-à-dire qu'elles vous submergent. Hein, c'est le langage qui permet de mettre en forme les émotions et de les maîtriser, les émotions et les instincts aussi. Et en fait, la forme linéaire permet en fait vraiment de structurer, hein, de manière extrêmement rigoureuse et rationnelle, donc nos émotions et nos instincts. Donc là, on est en fait l'informatique, globalement, hein, bon, avant on parlait de télématique, hein, c'est tout le système des écrans, etc., qui va avec. Hein. Mais bon, disons l'informatique est en train en fait de produire en fait. Alors Ocknam, il parle de la nouvelle attention. En fait, parce qu'ils essayent je sais pas, pour des raisons X ou Y, ils essayent en fait de positiver ce qui est en fait un mode dégradé. C'est-à-dire en fait cette nouvelle attention, c'est l'attention en fait fragmentée, enfin c'est une attention incapable de se concentrer très très longtemps et qui en fait est finalement un mode dégradé de l'attention humaine structurée par le codex, enfin, par la forme du livre imprimé, enfin ou du manuscrit. Et donc là, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle économie finalement cognitive, hein, qui en fait est morcelée, fragmentée et qui saute. Hein, comme sur Internet, on passe d'un texte à l'autre, c'est la navigation hypertextuelle. Alors ça, c'est effectivement, bon, l'esprit humain a aussi ce mode de fonctionnement. Hein, quand on passe d'une idée à l'autre, parfois c'est un peu du coq à l'âne, et parfois c'est pas toujours très rationnel. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mode de fonctionnement, ce mode cognitif, doit être encadré. Sinon, on ne fait jamais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrive plus à se concentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, en fait, Tout la à lecture... fait. Donc, il y a une forme aussi d'incapacité au final à pouvoir analyser des problèmes de manière posée et structurée. C'est ça? C'est ça, oui. Oui, oui. Alors, en fait, bon, pour ne pas non plus toujours faire du complotisme, hein, en fait, ça ne dépend pas uniquement de la volonté des informaticiens. Hein. C'est-à-dire qu'en fait,
comment dire ça, le fonctionnement hypertextuel qui amenuise, qui affaiblit l'attention, en fait, c'est pas forcément voulu non plus. Enfin, je veux dire, en fait, la technique, elle a une forme de, enfin, la technoscience, en fait, a une forme d'autonomie. Elle attend, enfin, il y a des phénomènes qui ne dépendent pas de la volonté humaine, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, la matière a une. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand l'esprit humain travaille sur la matière, travaille sur les outils, il travaille finalement à complexifier ces outils, mais de manière enfin, irréversible. Je veux dire, en fait, bon, c'est la. On se souvient tous là, du film là, de Kubrick, là, 2001, où en fait, bon, il met en scène la découverte de l'outil. Donc, quand en fait les hommes singes, là, au début du film, quand il y en a un qui prend un os pour taper sur un autre. Eh bien, bon, donc là, l'os, c'est une prothèse, finalement, c'est comme une prothèse, donc ce qui prolonge son bras et qui le rend plus fort. Il se rend compte qu'avec un os, c'est-à-dire avec cette arme, avec cet outil, il peut faire plus de choses qu'avec son propre corps. Et en fait, quand ce mécanisme-là de découverte qu'on peut faire plus de choses qu'avec son propre corps en utilisant des objets extérieurs, c'est le principe donc de base de l'humain augmenté en quelque sorte, mais qui est finalement inscrit dans la condition humaine. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas découvert ça avec l'informatique. Donc en fait, ce prolongement du corps humain par des outils toujours plus complexes, puisque après un os simple, eh bien, on va combiner deux os entre eux et ça va donner en fait un outil comment dire, encore plus efficace pour faire d'autres opérations, etc. etc. Donc, et ça, c'est irréversible et surtout, je peux pas dire ça, c'est plus fort que nous. Vous voyez, enfin, je veux dire, même les animaux, au bout d'un moment, enfin, on sait que par exemple, il y a des oiseaux, des espèces d'oiseaux qui utilisent des petits bâtons pour. Enfin, le simple fait de fabriquer un nid, par exemple, c'est déjà en fait de la protoculture. C'est-à-dire qu'en fait, les oiseaux, quand ils fabriquent un nid, sont déjà dans la technique. Parce qu'ils utilisent des objets extérieurs qui vont prolonger leur capacité physique, mais qui vont servir à leur capacité physique par définition. Le nid, il est là pour recevoir les petits. Donc là, en fait, on voit que déjà un simple moineau, en fait, qui fabrique son nid, est déjà entré dans un mécanisme technoscientifique à son petit niveau, mais sans son nid, sans le nid, les moineaux disparaissent. Vous voyez, donc il y a une véritable imbrication du naturel et du culturel à ce stade. Et ça, et donc en fait l'histoire de l'humanité, enfin même l'histoire tout court, l'histoire de l'univers, quelque part, c'est ça en fait, puisqu'on voit que c'est en germe déjà chez les animaux, c'est-à-dire le fait d'utiliser des outils toujours plus complexes et qui, alors là, on a l'impression quand même que ces outils sont en train de se retourner contre nous. C'est le problème. Moi, j'introduis ensuite, enfin, dans cette approche des choses, j'introduis une distinction entre l'aménagement et l'artificialisation. Par exemple, bon, les castors, quand ils fabriquent des barrages, ils font comme les moineaux qui fabriquent des nids. Mais en fait, là, ils aménagent leur environnement. Ils ne sont pas en train de l'artificialiser, puisque de fait, cet aménagement va leur permettre au contraire de se reproduire et donc de se perpétuer. Donc là, l'aménagement avec des outils, avec des formes, avec des artefacts, puisque le nid du moineau, c'est un artefact, les barrages des castors, ce sont des artefacts. Donc là, en fait, l'artefact est au service de l'instinct de conservation. Voyez, mais en fait, le terme artefact fait écho à artificialiser, mais en fait, c'est un aménagement. En revanche, quand on va sur l'artificialisation réelle, eh bien là, ça se retourne contre non seulement l'instinct de conservation, mais aussi contre tout simplement la santé. Et là, la technologie, aujourd'hui, la technologie humaine commence ça fait un certain temps déjà, commence à devenir pathogène réellement. Enfin, ça fait un bail en réalité. Surtout si elle tombe entre de mauvaises mains, n'est-ce pas? Oui, voilà, oui. Et puis, mais le problème, c'est ça, c'est que bon, il y a certaines techniques qui, de toute façon, qu'elles soient entre de bonnes ou de mauvaises mains, seront de toute façon pathogènes. Enfin, je veux dire, apparemment, la 5G, de toute façon, c'est comment dire ça, quel que soit son inventeur, qu'il soit bien ou mal intentionné,
qu'il soit en quelque sorte qu'il y ait un projet, un projet philanthrope ou au contraire misanthrope, quelque, de toute façon, la 5G, manifestement, c'est mauvais pour la santé. Tout à fait, Donc, oui. C'est largement documenté, c'était utilisé dans le domaine militaire. Et voilà, donc j'ai deux dernières questions à vous poser. Depuis 30 ans, David Icke, un auteur britannique qui est très connu dans le monde, qui est un des plus grands théoriciens du complot. Il est conférencier, il a décrypté les origines de l'idéologie anti-humaine de l'oligarchie, qu'on a parlé aujourd'hui dans cette interview. Selon lui, elle trouve sa source, selon ses recherches, dans l'infiltration sur cette planète d'entités d'origine reptilienne, luciférienne et antéchristique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? je n'y crois pas du tout. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas du tout dans la métaphysique, ni en fait dans le surnaturel. Enfin, je n'y crois pas. D'accord, vous Euh, vous intéressez pas du tout à ce domaine-là. En fait, je m'y suis enfin, quand je lisais beaucoup, à une époque, j'ai beaucoup lu Carl Gustav Jung, hein, donc le psychiatre, psychanalyste là, qui donc était disciple de Freud et puis qui ensuite s'en est éloigné et qui a beaucoup étudié donc les phénomènes parapsychologiques et aussi toutes les surnaturels. Mhm. Bon, mais voilà, il y a des garde-fous. Vous voyez, enfin, je veux dire, on peut étudier ces phénomènes-là, mais je pense qu'il faut vraiment une grosse méthodologie scientifique pour en fait ne pas tomber dans la superstition ou dans le délire. Après, bon, je ne sais pas dans quelle mesure David Icke, avec ses reptiliens, parce que je l'ai lu son livre en fait, hein, franchement, par curiosité, je me suis dit, Mhm. bah, tiens, qu'est-ce D'ailleurs, que. je l'aurai en interview début décembre, je le mentionne juste au passage. Ah oui. Non, Donc, mais parce qu'il y a des choses intéressantes là, oui. récemment, là, enfin, sur les tests PCR, etc. Mhm. Mais en fait, après, moi, je me suis, enfin, en lisant son livre là, et puis en regardant un peu ce qu'il disait sur Internet, je me suis demandé dans quelle mesure c'était pas une stratégie marketing, c'est-à-dire en fait, pour exister, en fait, vous voyez, médiatiquement, il a inventé en fait comment dire ça, cette figure là des reptiliens Non, qui non, moi j'ai lu son bouquin Le plus grand secret il y a plus de 15 ans. Ça fait pas mal d'années que je le suis. Non, non, tout ce qu'il dit, c'est documenté. Il a fait un travail de recherche, il est allé voir des gens, il a eu des témoignages. Donc c'est quelqu'un qui est très rigoureux dans sa méthode de recherche. Et tout ce qu'il dit, c'est largement documenté. C'est très intéressant. Mais je voulais connaître votre point de vue par rapport à ça, parce que j'ai vu que vous touchez à plusieurs domaines qui sont très intéressants, avec des passerelles que vous faites dans les différentes disciplines. Et je voulais savoir si vous aviez aussi une dimension spirituelle pour rajouter un élément supplémentaire dans cette pièce de théâtre qui est en train de se dérouler sur cette planète. Oui, en fait, alors, non, mais la dimension spirituelle, enfin, vous voyez, enfin, il n'y a pas besoin finalement que Dieu existe pour que des gens croient en Dieu. Et le fait de croire en Dieu, ça fait exister cette représentation. Et en fait, pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, au bout d'un moment, la représentation, en fait, dans la mesure où elle induit des comportements, la représentation fait partie du réel aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc je pense qu'en fait, et ce que disait Jung notamment, en fait, sur la base de. Parce que là, ce que je viens de dire, en fait, ça peut s'inscrire dans un cadre freudien ou lacanien. C'est-à-dire que enfin, le fait de croire à quelque chose, ça induit un comportement et donc ça fait exister cette chose. C'est-à-dire que le symbolique fait partie, enfin, les symboles, les représentations font partie de notre vie, puisque en fait, ce sont des motifs en fonction desquels on se dirige, on s'oriente dans la vie. Mais Jung va un peu plus loin et bon, je comprends ce qu'il dit, c'est que en plus, ces représentations vont, à partir d'un certain moment, il dit, elles peuvent s'autonomiser complètement par rapport aux humains qui sont à l'origine de ces représentations. Elles peuvent prendre une forme d'autonomie, peut-être même qu'elles l'avaient à l'origine. Donc il va très très loin en fait. Hein. Il part d'un cadre parfaitement rationnel et il dit en fait bon ces représentations d'êtres surnaturels. En fait lui il parle de complexes. En fait les complexes en fait adoptent des formes, ce qu'il appelle des archétypes, et en fait ont une forme d'autonomie par rapport en fait comment dire, aux humains. Bon, c'est moi c'est là où je vais le plus, enfin je ne peux pas aller plus loin que ça, vous voyez.
C'est-à-dire qu'en fait, je ne veux pas perdre complètement le contact avec la méthodologie expérimentale, en fait, empirique, Mm. parce Bon, que ça peut être complémentaire. Je veux dire, on apprend aussi beaucoup de choses dans la dimension spirituelle, les états de conscience modifiés. Oui, 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 Donc, il y a des et tout choses à très fait. intéressantes. On est beaucoup plus que nos cerveaux en réalité, hein. Donc, Oui, oui, bon, après, mais il faut expérimenter ces différentes choses pour se faire un aperçu. C'est pas nécessairement que dans le mental, mais ça peut être intéressant de faire des connexions, parce que c'est au final une compréhension beaucoup plus large de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait là et où on va. Mais ça, je m'y suis intéressé de près, en fait, hein. J'ai lu tous les textes, les grands textes fondateurs des religions, etc. Et puis, je suis allé voir un peu aussi vers la psychologie transpersonnelle, Stanislav Grof, et donc les études justement sur les états de conscience modifiés, qui m'ont vraiment passionné. Mais en fait, hein, puis bon, j'ai un peu testé sur moi. En fait, j'ai fait un peu de yoga, de prana yoga, enfin, pour Mhm. justement, enfin, travailler en fait à modifier mes équilibres comment dire, neuronaux, etc. Enfin, tout ces deux. Donc, et puis bon, je m'intéressais aussi, enfin bon, bref, voilà, enfin, ça ne m'est pas étranger du tout. Tout ça, je me suis plongé là-dedans pendant plusieurs années. Et puis j'ai arrêté parce que, en fait, j'avais quand même l'impression que ça me désocialisait un peu. C'est-à-dire que, bon, bon, voilà, je fréquentais plus que des librairies New Age, et puis ça, c'est bon, enfin, j'avais l'impression que j'étais en train, que je tournais en rond au bout d'un moment, parce que, en fait, bon, au bout d'un moment, on se demande, mais comment je vais maintenant, comment je vais m'installer, prendre femme, trouver du travail, etc., quoi. Et en C'est fait, tout ça. ça. C'est comme si au bout d'un moment, on se désincarnait de la réalité et que on était. Bon, ça fait aussi un peu partie du mouvement New Age, mais d'ailleurs, apparemment, qui est suspecté d'avoir été mis en place par Kissinger pour, manipuler les masses qui étaient justement dans ce courant Ouais, spirituel. Donc, donc là aussi, il y a eu une très grosse manipulation. Mais pour vous poser, enfin terminer cette interview, quels sont les conseils que vous donnez aux Français aujourd'hui, étant donné tout ce que vous savez, étant donné la situation, étant donné les événements, étant donné l'enfermement, comment se libérer de cette situation? On parlait, vous avez expliqué de manière quand même très précise que c'est une forme d'hypnose, que les médias jouent un rôle fondamental pour maintenir cette illusion de peur, de menaces illusoires. Mais globalement, quels sont les principaux conseils que vous donnez aux Français, aux Suisses et à tous les Européens et à tous les gens de la Terre aujourd'hui pour se libérer de cette emprise et de cette manipulation? Il faut être fermement convaincu, enfin parfaitement convaincu, parfaitement sûr du fait que le confinement est mauvais pour ma santé, et le masque, le port du masque aussi est mauvais pour ma santé. Et en fait, il faut être parfaitement égocentrique là. C'est-à-dire qu'on nous dit oui, mais il faut sauver, faire attention aux autres. Mais je ne peux pas, c'est pas possible. Enfin, l'altruisme, c'est très bien, mais je dois d'abord veiller à ma santé. Je suis en charge d'abord de moi-même, en fait. Je ne peux pas m'occuper de la santé des autres si je suis malade, par exemple. Donc, la priorité absolue pour moi, c'est de ne pas tomber malade. C'est pas que les autres ne tombent pas malades. C'est moi, je ne dois pas tomber malade. Et si j'estime que le confinement est mauvais pour ma santé, eh bien, je n'ai pas à le respecter. C'est tout, c'est moi qui décide. Mm. Si j'estime que le masque est mauvais pour ma santé, parce que je respire de l'air vicié, chargé en gaz carbonique, on a tous appris à l'école que le gaz carbonique, le CO2 était mauvais pour la santé, enfin, en tout cas quand on en respire trop, puisque c'est de l'air, ce sont des déjections, hein. Là, en Plus fait, les flavéniles dans le matériau du masque qui est toxique, etc., qui a été largement ouais, prouvé. ouais. Donc voilà, il faut simplement en fait savoir, hein, que le confinement est mauvais pour ma santé. Si je suis bien portant, évidemment, si je suis malade, c'est un autre débat. Mais là, évidemment, je parle du confinement indiscriminé, hein, pour les bien portants et les malades. Donc le confinement pour les bien portants est mauvais pour les bien portants. Je sais pas, ça tombe sous le sens, hein. De toute façon, il y a plein de pathologies qui se déclenchent là, et le port du masque également. Et donc, en fait, je n'ai pas à respecter
ces mesures, ces traitements, hein. En fait, faudrait que, si vous avez un site, en fait, il faut que je vous envoie enfin, pour justement les auditeurs là ou pour des lecteurs, le texte, un texte de loi là qui dit bien que je n'ai pas à obéir, en fait, que tout traitement médical qui m'est appliqué doit recevoir mon consentement libre et éclairé. Voilà, et que ce consentement, je peux le retirer à tout moment. Donc là, en tant que bien portant, je sais que le confinement et les masques, hein, sont mauvais pour ma santé. Je le sais, je n'ai pas besoin. Et donc, à partir de là, dès lors que j'en suis fermement convaincu, parce que c'est mon instinct de conservation qui s'exprime, il y a une première barrière psychologique qui tombe. Hein, vous voyez, c'est-à-dire la peur tombe en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le remède, je sais que le remède est pire que le mal. Et que, en fait, je ne suis pas en danger quand je vais dans la rue sans masque. Ou si je prends le train ou si je circule en voiture pour aller à plus de 200 km de chez moi. Enfin, je ne suis pas en danger. Voilà. Donc là, ensuite, il y a une deuxième barrière à franchir, c'est en fait la crainte là, de recevoir une amende, un procès verbal. Écoutez, maintenant, le problème, c'est que nous sommes déjà en prison, en quelque sorte, donc je veux dire, je vois pas comment, enfin, parce qu'au bout de 3 amendes, en fait, la quatrième, c'est 6 mois de prison. Hein. Mais je veux dire, ce qui va nous arriver est bien pire. Hein, puisque ce qui va nous arriver, c'est effectivement le vaccin à OGM obligatoire pour avoir le droit de rentrer dans les magasins ou d'aller au travail. Et donc là, c'est le cancer assuré au bout de quelques années. Donc maintenant, vous avez le choix, en fait. Hein, c'est-à-dire, en gros, essayer de lutter contre la dictature sanitaire en prenant le risque de faire 6 mois de prison ou simplement crever comme un rat de laboratoire à qui on a injecté des OGM. Pour tester, etc., et qui développent des tumeurs cancéreuses. On a tous vu les photos là, de l'expérience là, de Serralini. Voilà, c'est une fois qu'on a vraiment ça en tête, hein, et qu'on est parfaitement conscient que c'est comme ça que ça va se passer, il y a un certain nombre de... Alors après, en fait, évidemment, si on... Là, en l'état actuel des choses, parfois, quand il y a des vigiles à l'entrée d'un magasin, on ne peut pas rentrer dans le magasin sans avoir un masque parce qu'ils vous empêchent de rentrer. Donc, on ne va pas tout de suite passer en fait, à la baston. En fait, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un masque en fait, sur lequel j'ai écrit, je vais vous le montrer. Voilà. Et donc, je rentre dans les magasins avec ce masque. L'épidémie est finie. Et parfois, alors il y a des vigiles ou des caissières qui baissent les yeux, voilà, qui font comme s'ils n'avaient rien vu, mais ils ne peuvent pas me foutre dehors malgré tout. Et puis sinon, parfois, j'ai des petites conversations, hein, il y a des gens qui réagissent, qui disent « Ah, qu'est-ce que vous avez écrit ?» Je dis « Voilà », alors je remontre, voilà, et puis ils disent « Ah oui, hein, je suis d'accord », ou alors « Ah bon, vous croyez ?» Et là, vous commencez en fait à faire passer un message. Exactement, parce que vous avez écrit quelque chose sur un masque et finalement vous coupez entre guillemets une partie de l'hypnotisation du public et vous engagez une conversation, donc vous engagez une communication, c'est ça? C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, là, en fait, vous pouvez subvertir. Vous voyez, j'en ai un deuxième, là, le masque ne sert à rien. Enfin, Ouais. mais c'est un peu mal écrit, là, parce qu'il y a trop de texte, hein, mais bon. Je Et pense donc, que ça plante quelque chose dans l'inconscient, en fait. non, mais c'est ça. C'est-à-dire que et là, en fait, c'est comment dire, vous ne pouvez pas. Enfin, là, vous n'aurez pas d'amende avec ça. Enfin, du moins, pas encore. Alors, il se peut que si ça se généralise, hein, s'il y a de plus en plus de gens qui envoient des messages en portant un masque, mais des messages effectivement critiques vis-à-vis de la narration officielle, il se peut que le pouvoir ponde une loi, en fait, pour dire il est interdit, hein, d'écrire sur les masques, etc. Mais Ce qu'ils sont bien justement, capables de faire. mais tout à fait, mais ça l'oblige à travailler. Vous voyez, enfin, je veux dire, peu importe. Enfin, s'ils font ça, ils se ridiculisent une fois de plus, et en fait, ça éveillera encore plus la population. Là, quand Castex dit que les enfants doivent porter le masque à la maison, c'est en fait enfin, ça éveille justement, ça permet à
encore plus de gens de comprendre dans quelle folie, dans quelle spirale de folie intégrale le pouvoir essaie de nous entraîner. Mais je crois qu'ils sont en train de vraiment aussi de s'enliser dans leurs contradictions. Et bon, il y a heureusement de plus en plus de gens qui se réveillent, qui s'informent. Mais quand on sait ce qu'il en est et quand on voit ce qui se passe avec des, une vision claire sans être hypnotisé par cette mascarade, c'est Mmh. une absurdité totale. Vraiment, quand on voit Ah ça, oui, on se dit, mais c'est pitoyable. C'est vraiment c'est pathétique. complètement, ouais, ouais, ouais. Mais c'est, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin voilà, je veux dire, enfin bon, là d'abord, la première chose à faire, c'est ça, c'est un travail en fait de psychologique. En fait, il faut vraiment comprendre, enfin savoir, en fait, tout simplement réaliser. En fait, Mm. voilà, c'est ça. Il faut C'est réaliser une prise de que conscience. voilà. Et donc, il faut donc devenir conscient, parfaitement conscient. Il faut réaliser que toutes les mesures là dites sanitaires sont en réalité mauvaises pour ma santé, en fait, et que c'est le confinement qui me menace. Ce sont, enfin, c'est toutes les mesures quoi, en fait, qui sont prises, qui sont en fait qui représentent une menace pour ma santé. Et donc, le gouvernement représente une menace, enfin, met ma santé en danger. Et que le Donc, virus, c'est pas le virus en tant que tel, mais que c'est le gouvernement qui est la première menace principale. oui, oui, et puis que les mesures dites sanitaires sont en fait dangereuses pour la santé, en réalité. Et là, bon, donc il faut vraiment avoir une approche très, très rationnelle. C'est-à-dire pour se préparer justement à déjà commencer à discuter éventuellement avec les agents de police s'ils vous verbalisent dans la rue. Donc là, avec le masque, ça les fera forcément réagir. Si vous écrivez quelque chose sur le masque, et que vous n'avez pas d'attestation ou je ne sais quoi. Enfin bon, mais c'est en fait écrire. Enfin, franchement, je crois que c'est la meilleure chose à faire pour les gens qui veulent malgré tout porter le masque ou qui doivent ou qui peuvent pas faire autrement. Il faut absolument écrire quelque chose dessus, envoyer C'est un ça. message. Et là, ça permet en fait effectivement donc de contourner le procès verbal Mm. pour non-port du masque. Et puis ensuite, bon, bah, évidemment, tout ce qui est confinement, il ne faut surtout pas respecter, faites ce que vous voulez. Et puis bon, après, il y a comment dire ça en fait, là, en cas aussi de verbalisation, bon, bah, premièrement, déjà, on peut contester les PV de toute façon, mais là, surtout, ce qu'il faut, c'est être droit dans ses bottes et être capable d'expliquer ensuite, au moment de la contestation, enfin, il y a un texte, enfin, il y a une lettre, quoi, en fait, il y a un truc à faire, une procédure. Il faut être effectivement parfaitement sûr de soi. C'est que, effectivement, le confinement, de toute façon, est mauvais. Le confinement indiscriminé est mauvais pour nous, en fait. Mm. Euh, Et mais qu'il est anticonstitutionnel en réalité, parce qu'il c'est- viole les droits fondamentaux de l'individu. En plus, oui. Ouais, ouais. Et en plus, c'est un traitement, enfin, comment dire, dans la mesure où, effectivement, il n'a pas mon consentement libre et éclairé, eh bien voilà, c'est tout, je n'ai pas à le subir. Ça, enfin, je peux vous envoyer, en fait, le texte de loi qui est parfaitement Volontiers. explicite. Je le mettrai en dessous de la vidéo. Donc, Lucien Cerise, merci beaucoup. Vous êtes expert en ingénierie sociale. Vous avez beaucoup de compétences dans différents domaines transversaux, dans les sciences humaines et sociales, ethnologie, anthropologie, philosophie, psychologie. Donc, vous avez sorti deux romans et trois livres, Gouvernés par le chaos aux éditions Max Milo, Neuropirates chez Contre-Culture, Retour sur mes dents, la guerre hybride de l'OTAN aux éditions Retour aux sources. Donc, j'invite les auditeurs à se procurer vos livres, notamment Gouvernés par le chaos et Neuropirates, puisque c'est des ouvrages dont on a beaucoup parlé dans cette interview aujourd'hui. Donc, merci encore pour cette interview. C'était un plaisir de vous avoir et d'avoir quelqu'un avec autant de connaissances sur ces méthodologies scientifiques de l'oligarchie pour nous manipuler et nous conduire vers ce fameux transhumanisme et de pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne et surtout euh, contrer ce projet que j'appellerais diabolique, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, pour qu'on puisse maintenant, nous les Français, reprendre en main notre destinée et notre pouvoir pour créer un monde différent.
Voilà, bah, je souscris à chacun des mots que vous avez prononcés. Merci beaucoup, hein. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en Merci. prie.